Alors je vais commencer par débuter cette communication par remercier l'UQAM, l'Université du Québec de Montréal et l'ACFAS évidemment pour la réalisation de cette semaine de manifestations et d'échanges scientifiques. Et je remercie plus encore les membres organisateurs de ce colloque interdisciplinaire ambitieux, donc Élise et Isabelle, pour leur accueil et leur grande disponibilité et puis surtout leur sens de la logistique. Isabelle comprendra ce dont je parle. Je les remercie enfin d'avoir bien voulu accepter ma proposition de communication qui est consacrée au traitement du terrain vague dans la chanson française et plus particulièrement à travers la chanson dite réaliste de l'entre-deux-guerres et du répertoire de l'une de ses meilleures représentantes, Fréhel. Donc il s'agira, si vous voulez, pour moi, de vous expliquer, alors très, très brièvement, comment le genre de la chanson réaliste, je mets beaucoup de guillemets à réaliste, s'est emparé de cet espace singulier dont il est l'un des décors fétiches et comment il a rendu compte de ce qui était à cette époque appelé communément la zone, c'est-à-dire qu'on disait pas terrain vague, mais la zone. Et avant de développer le cœur de mon propos et d'aborder notre thématique commune, finalement l'imaginaire du terrain vague, il me semble important de circonscrire justement deux notions, celle évidemment du terrain vague et de la zone, si vous voulez, en elle-même, et celle de la chanson réaliste. Et au sujet de celle-ci, j'embrasserai brièvement les contours esthétiques et rappellerai ce en quoi elle a consisté afin que chacun puisse, spécialiste ou non dans ce domaine, en saisir l'essence. Alors ce qu'on appelait encore la zone jusqu'aux années 30, c'était une bande de terrain vague qui constituait autour de Paris et à l'emplacement de l'actuel boulevard périphérique en amont des anciennes fortifications érigées par Thiers dès 1841 pour protéger la capitale des invasions extérieures. Et ça a tellement bien marché d'ailleurs que les Prussiens sont arrivés en 70 chez nous, donc effectivement les fortifications ont servi à quelque chose. Bref, donc cette enceinte défensive, longue de 34 km, était précédée, si vous voulez, d'une bande large de 250 mètres qui était non constructible et qui était supposée offrir un espace de visibilité nécessaire aux défenseurs. Et les fortifications et les terrains vagues qui les jouxtaient devinrent bientôt un des lieux de délassement favoris des Parisiens à la fin du XIXe siècle, un endroit de promenade, d'amusement, où l'on pouvait pique-niquer, se divertir, puisque au fur et à mesure, guinguettes et échoppes se sont développées sur ce terrain vague, en raison justement d'un allègement des taxes sur les boissons au-delà des portes de Paris. Donc on y trouvait donc des enfants, il y avait toutes sortes de jeux et de spectacles ambulants, tout aussi bien que des forains, des camelots qui faisaient recette sur ce qu'on appelait communément les fortifs. Et bien sûr, la nuit venue, ces fortifs découvraient un visage beaucoup plus équivoque et douteux, puisque alcool, bal, prostitution et rixes remplaçaient les festivités bucoliques de la journée. Donc ce domaine singulier, donc étendu des fortifications à la zone tout entière, accueillit des truands de toute espèce et devint, en particulier au début du XXe siècle, le fief de ce qu'on a appelé les Apaches, qui étaient grosso modo des Apaches, oui, une bande de jeunes voyous dont les actes de violence, les bagarres ou les rapines faisaient les choux gras des journaux parisiens vers 1900-1910. Alors quand je dis jeunes voyous, ils n'avaient pas au-delà de 23 ans. Après c'était le milieu, c'était la pagaille, c'était déjà trop vieux. Bref, mais on pourra reparler des Apaches comme on vous sent plus tard. Je vous renvoie pour exemple au film Casque d'Or avec Simone Signoret en 52. Alors par ailleurs, cette zone, bien qu'elle soit déclarée, si vous voulez, non aedificandi par les autorités administratives et militaires de l'époque, elle est rapidement domestiquée, puisque chacun pouvait s'y installer librement, tant que les constructions demeuraient précaires. Et ce terrain finit, si vous voulez, par constituer une sorte d'entre-deux paradoxal, à mi-chemin entre la ville, la campagne, à mi-chemin entre un espace de loisirs familial et un refuge finalement pour un monde interlope, où vient, encore après coup, échouer toute l'écume du petit peuple parisien, si vous voulez, qui a été chassée par la mutation de la capitale. Puisque à partir de 1860, les villages populaires, tels que par exemple Belleville, La Villette, etc., ont été annexés
aux arrondissements parisiens, et sa population qui était incapable de payer des loyers déjà trop élevés, a quitté la première ceinture parisienne vers cette zone, et elle s'est établie dans cette zone. Et cet immense terrain vague, au fur et à mesure des projets de réaménagement urbain de la capitale, qui était finalement de l'assainissement, hein, sous couvert de rénovation, ça a été lancé donc, sous le Second Empire, a été investi par tous ceux que finalement Paris était incapable de prendre en charge. Donc cette espèce de masse, de foule, a été d'autant plus importante que dès la fin du XIXe siècle, et plus encore au début du XXe siècle, l'exode rural a débordé également la capitale. Donc Paris ne pouvait plus ni absorber le flot des nouveaux arrivants issus des campagnes, ni reloger en son sein les habitants les plus démunis, expulsés par les travaux de rénovation haussmanniens. Et donc du coup, cette zone est devenue un terrain d'accueil pour toute une population rejetée en périphérie, que j'ai appelé dans ma thèse le peuple de la marge, si vous voulez. Donc la zone devient une contrée singulière, presque en Far West si vous voulez, hérissée de baraques complètement bricolées et hétéroclites qui forment des bidonvilles, et où renégats et miséreux côtoyaient dans la promiscuité d'habitats précaires et insalubres, enfin où se côtoyaient dans cette promiscuité-là. Alors évidemment, les conditions d'hygiène et de vie étaient évidemment déplorables, puisqu'il n'y avait ni raccordement à l'eau potable, ni éclairage public. Et il faut également savoir, comme le disait justement Yasmine, que dans cette zone, ateliers et fabriques ont commencé aussi, juste à côté de la zone, à se développer, parce qu'elles étaient attirées par l'allègement des taxes qui ont facilité l'implantation industrielle sur ces terrains vagues. Et puis elles ont été séduites également par le laxisme administratif en matière de réglementation environnementale. Donc elles ont commencé, si vous voulez, ces usines, ces ateliers à émerger autour de la zone et finalement à la prolonger. Et puis surtout, fait aussi important, la zone pourvoyait les fabriques et les ateliers en main-d'œuvre de très bon marché, puisque les zoniers, comme on les appelait, étaient des ouvriers non qualifiés et journaliers. Donc la plupart c'était des bifins, c'est-à-dire des chiffonniers, donc c'était une population de déclassés qui était très facilement employable. Alors j'en viens sans transition à la chanson réaliste, qui justement s'est emparée du quotidien, de ces traits de misère. La zone est devenue un espace marginal et interlope, lieu de toutes les criminalités, mais aussi de tous les fantasmes. Et elle a été transfigurée par la chanson réaliste. Alors sans revenir trop en avance sur les origines de cette chanson, qui est liée évidemment au mouvement artistique et littéraire du même nom apparu vers les années 1850, il est manifeste qu'elle puisa, donc cette chanson réaliste, sa source dans la chanson sociale du Second Empire. Alors les chansonniers communards et les goguettiers, comme on les appelait, de la seconde moitié et de la fin du XIXe siècle, alors, très rapidement, hein, Jean-Baptiste Clément, Jean Rectus, Jean Richepin, etc., on en reparlera, ont posé les fondements d'une esthétique et d'une stylistique nouvelle, en faisant entrer dans la chanson la notion de peuple, et plus encore de paria, en reproduisant leurs mœurs, mais surtout en faisant entendre leur voix et leur dialecte. Alors néanmoins, c'est Aristide Bruand qui demeure sans conteste, le chansonnier de la Belle Époque, qui participe à l'émergence en tant que genre à part entière de cette chanson réaliste, qu'il fixe sur les scènes des cabarets Montmartre 3, dont le Chat Noir que vous connaissez. Et Bruand va orienter, si vous voulez, l'intégralité de son œuvre chanson, qui est réunie dans un recueil qui s'appelle justement Dans la rue, dans la description des bas-fonds des faubourgs parisiens, dans la description du quotidien de ces parias, de ces zoniers, qui vivent donc sur ce terrain vague, et dont il reproduit par ailleurs le vocabulaire argotique et le patois pittoresque. Donc son innovation consiste en l'introduction du monde de la pègre, de la canaille, dans le répertoire chansonnier, en mettant en scène de façon très stéréotypée la faune zonière des faubourgs parisiens et leurs protagonistes. Alors, souteneurs, prostituées devinrent les héros magnifiés d'une chanson au contour finalement davantage naturaliste que réaliste. Bruand donc va ainsi ancrer cette chanson dans la permanence d'un univers mythologique
tout à fait crédible au demeurant, puisque, comme on va le voir très rapidement, il va jouer de lieux communs qui vont nourrir l'imaginaire collectif de la chanson réaliste des années 20 et des années 30, dans laquelle excelle Fréhel. Hein. Donc Fréhel, je vais passer un morceau dans pas longtemps, va s'imposer comme la digne héritière de Bruant. Elle fait de la zone, ce terrain vague, un de ses espaces esthétiques de prédilection, et elle poursuit le développement de cet imaginaire folklorique, tout à la fois effroyable et merveilleux, en focalisant, si vous voulez, cette fois, sur l'interprétation dans l'énonciation dolente et sombre, si vous voulez, de personnages de prostituées. Hein, c'est une voix féminine. La chanson réaliste, si on doit la résumer, c'est ça. C'est une chanson de femmes, chantée par les femmes, mais écrite par les hommes. Et elle va jouer, si vous voulez, en plus, de l'intrication dans ses chansons, de son propre passé de gosse du pavé parisien, élevé à Courbevoie et dressé aux aléas de la rue. C'est une zonière, frère. Donc elle s'impose au cours de l'entre-deux-guerres comme le chantre légitime et l'interprète authentique de ce peuple de la marge, des zoniers dont elle fit partie. Alors je vous propose d'écouter deux extraits musicaux. Le premier est appelé Sur la zone. Alors j'avais prévu un petit exemplaire, mais c'est pas grave, vous avez... je ne sais pas si ça va être possible, parce que je vais couper la chanson, donc on verra bien, c'est pas grave, on s'en fiche, sinon pire je vous passerai, ça n'a pas d'importance. Donc ça s'appelle Sur la zone, ça a été enregistré en 1933, et le second extrait, ça s'appelle Tout change dans la vie, enregistré en décembre 1936, donc dans le climat justement paradoxal de tension avant la proclamation du Front populaire, dans laquelle Fréhel va évoquer le quotidien de ce microcosme singulier qui est, si vous voulez, le royaume de la débrouillardise, on y vivait, si vous voulez, à la cool, loin des tracas de la vie. Alors la zone va devenir également, grâce à Fréhel, uniquement elle d'ailleurs, et à son répertoire des années 30, la célébration non plus d'un lieu insalubre, mais la célébration aussi d'un espace de liberté, d'une jouissance populaire, bon enfant, fête de bonheur simple, fût-il fin. Et c'est pour ça que je vous propose d'écouter maintenant la zone, ou du moins une partie, je ne pas forcément le temps. Vous entendez là? Il y a des tas de citoyens amoureux de la nature et qui n'ont pas les moyens de voyager. Ils ne connaissent seulement par la littérature la rive où fleurit l'oranger. Ils rêvent que de s'en aller dans les Landes en Bretagne, dans les auberges à coups de fusil, sans se douter qu'il existe un vrai pays de cocagne à 10 cm de Paris. Sur la zone, mieux que sur la trône, on est plus heureux que des rois. On applique la vraie république, vivant sans contrainte et sans loi. Y a pas de riche et tout le monde a sa niche, et son petit jardin tout pareil. Ses trois pots de géranium et sa part de soleil sur la zone. On n'a pas des palaces en marbre de Carrare, avec des dorures au balcon. On habite une cabane faite en boîte à cigares, avec une voiture en carton. Il n'y a pas besoin de crâner dans son automobile pour qu'une poule vous tombe dans les bras. Les amours sont moins chers et beaucoup plus faciles qu'avec les stars de cinéma. Sur la zone, il n'y a pas de sable jaune, ni de parasol, ni de mer d'azur. On s'invite à bouffer de la frite autour d'un grand île de vin pur. Sous la brise, on peut à sa guise, s'endormir à poil au soleil. Tout comme les nudistes, amis sous au soleil. Sur la zone. Alors je coupe là pour cette chanson-là. Dès que j'arriverai à sortir de ça, je vous fais écouter les secondes. Voilà. Alors maintenant, donc, un extrait donc, de Tout change dans la vie. Alors vous allez entendre que cette chanson n'adopte pas du tout le même registre. Elle s'inscrit davantage dans une veine plus guerriette, qui est d'ailleurs propre à l'époque, comique. Et la réalité miséreuse de la zone va être traitée cette fois-ci sur un mode cocasse, littéralement balayé par l'optimisme et le détachement jovial du personnage. Hop, tout change dans la vie. J'ai sur la zone une baraque, c'est du sapin très ancien, et il y a l'usine d'ammoniac qui l'embaume soir et matin. Il y a des trous comme ça dans
nature, tout change dans la vie. Avec un peu d'imagination, on trouve plus jolies les impressions et les sensations. Quelques photos sur chaque trou de pas, et je me crois sur la rivière. Tout change dans la vie avec un peu d'imagination. Alors je coupe. Alors il faut savoir que parallèlement à ces chansons, le répertoire de Fréhel se développe également dans l'expression d'une nostalgie puissante, voire dans la déploration d'un passé, celui de la belle époque, largement fantasmé. Et la chanson que nous allons écouter maintenant, intitulée justement La chanson des fortifs, est enregistrée en 1938. Et elle va rendre compte de cette nostalgie. Voilà. Donc Fréhel va assumer, si vous voulez, par le pouvoir évocateur de son chant et de sa posture interprétative, de raviver pour la mémoire collective du peuple parisien un de ses espaces chers, mais désormais perdus, la zone et ses fortifications, puisque celles-ci commencèrent à être détruites dès 1919. Mais que leur destruction définitive n'a eu lieu qu'après la Seconde Guerre mondiale, et que même les derniers sauniers ont quitté donc, cet espace aux alentours des années 70. Donc on pourrait aller jusqu'à Renault, là, pour le coup. Alors je vous fais écouter la chanson des fortifs, ou du moins un extrait, parce que ce qui m'intéresse, c'est la suite. Le poète en guenille, les rôdeurs et les filles, les chansons d'Aristide Bruand, les héros populaires, les refrains d'avant-guerre, bien loin de nous maintenant. Tout cela disparaît dans la nuit, et l'on se demande aujourd'hui que sont devenues les fortifications et les petits bistrots des barrières. C'était le décor de toutes les chansons, des jolies chansons de la guerre. Où sont donc Julot, Lily, Casque d'Or et puis Louis le Costaud, si célèbres alors que sont devenues les fortifications et tous les héros des chansons. Alors à nouveau, je coupe l'extrait. Donc si vous voulez, ces évocations mélancoliques se déploient, alors certes en raison de la disparition d'un univers populaire et des coutumes qui lui sont liées, mais elles se doublent surtout, et ça on le verra dans le prochain extrait filmique, d'une dimension autoréférentielle. C'est-à-dire dans laquelle, si vous voulez, Fréhel va pleurer sa propre gloire perdue, puisqu'il faut que vous sachiez que Fréhel a eu deux carrières en chanson. L'une qui débute avant la Première Guerre mondiale, où elle était véritablement la coqueluche de tout Paris, hein, et la seconde qui a été entamée à son retour de France après 10 années d'exil à travers toute l'Europe. Elle a failli d'ailleurs mourir à Constantinople dans des conditions tout à fait rocambolesques, enfin bon bref. Et elle revient en France en 1923 et elle est obligée de reprendre sa carrière à zéro. Et donc, si vous voulez, c'est ce qu'elle va chanter aussi dans ses chansons. Et cet imaginaire de la zone va se doubler aussi de la propre, j'allais dire, gloire perdue de Fréhel. Hein. Alors, justement, Fréhel a eu, et je finirai par cet extrait-là, une troisième, entre guillemets, carrière, tout à fait honorable, puisque c'est la seule chanteuse réaliste qui figure dans le dictionnaire du cinéma des années 30. Elle a eu une carrière tout à fait honorable au cinéma, quand bien même c'était des petits rôles, on est d'accord. Et l'un de ses plus grands succès, c'est la chanson que je vais vous montrer, là, qui s'appelle Où est-il donc, qui a été enregistrée en 1936 pour le film de Julien Duvivier, Pépé le Moco, dans lequel elle joue aux côtés de Jean Gabin. Et cette chanson va témoigner justement de ce double aspect, c'est-à-dire la mélancolie que l'on ressent pour une époque perdue, celle de la zone, la belle époque, etc. Et en même temps, vient se surimprimer sa propre déchéance et sa propre gloire passée. Vous allez voir, on va voir à un moment donné sur le film une photo de Fréhel quand elle était encore Pervenche, puisque c'était son nom de scène à la belle époque. Je passerai. Tu m'entendrais, je te jure.
Donc frêle. Ah, pas de malheur. C'est comme moi, Pépé. Quand les trop le cafard, change d'époque. Change d'époque? Oui. Je pense à ma jeunesse. Je regarde ma vieille photo. Et je me dis que je suis devant une glace. Donc ça, c'est ce qu'elle Je était. regarde mes anciens disques du temps où j'avais 30 succès à la Scala Boulevard de Strasbourg. Je paraissais en scène dans un décor champêtre, avec un projecteur rouge braqué sur mon visage pâle. Et je chantais. Il y en a qui vous parlent de l'Amérique, ils ont des visions de cinéma, ils vous disent quel pays magnifique, notre Paris derrière nos maisons, c'est poliment la rend moins vide, répondit par un jour de capable, encore un petit le monde rapide, un million cherche $1. Parmi les glaces et les plancheries, les émigrants au cœur meurtri, il dira son genre à Paris. Où est-il, mon moulin à la place blanche, mon tabac, mon bistrot du coin? Tous les jours pour nous, c'était dimanche. Où sont-ils, les amis, les copains? Où seront-ils tous nos vieux balmusets, leurs java au son d'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, quand bouffait, même sans avoir rond? Où sont-ils donc? Voilà. Alors je vous remercie pour votre attention et puis j'espère que ce traitement un peu particulier de l'imaginaire du terrain vague par l'entremise de la zone, de la chanson et de Fréhel vous a plu et vous a permis de voyager dans une autre contrée, dans un autre temps, voire même dans plusieurs autres temps. Voilà, merci beaucoup. Merci.